Bon, comme on a reçu pas mal de questions suite à notre dernière publication, donc c'était sur l'amende de Google à 1,5 milliard infligée par la Commission européenne, on s'est dit, eh bien, allons prendre ces questions et les poser à la Commission européenne. Et donc on va parler tout de suite avec Guillaume Roty, qui est le porte-parole de la Commission européenne en France. Allô. Hop, bonjour. Ouais. Comment est-ce qu'une entreprise paye une amende de plusieurs millions d'euros ou qui va jusqu'au milliard dans le cas de Google? En cash, ils paient en cash. Non, c'est assez simple. En fait, ils font un versement bancaire ou c'est un virement comme n'importe quel virement. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne font pas le virement tout de suite quand ils font appel. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'argent que quand la décision est finale. Et donc nous, on demande une garantie. Donc on demande à la banque de Google de nous dire qu'il y a bien le montant de l'amende, 1,5 milliard, qui est isolé et qui est là pour nous payer l'amende au cas où la décision de justice finale le décide. Parce que donc du coup, ça ne va pas directement... parce que c'était une autre question, c'est où va l'argent en fait de ces amendes? Alors, une fois que l'amende est confirmée, elle est payée par transfert bancaire sur le compte de la Commission européenne, qui est le compte de l'Union européenne, de l'ensemble des citoyens européens. Et donc nous, on utilise cet argent pour financer les programmes européens. Et en fait, en pratique, comment ça se fait? C'est que chaque État membre donnera moins d'argent au budget de l'Union européenne l'année qui suit le versement de l'amende. Donc comme ça, c'est les citoyens européens, en gros, paient un peu moins d'impôts le jour où Google a versé son amende au budget européen. D'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une entreprise ne paie pas son amende? Non. C'est pas possible? Ou pourquoi est-ce que ça n'arrive pas en fait? Parce que heureusement, on est dans un état de droit et que la justice, ça fonctionne, que là, pour les amendes de Google, ils ont fait appel, donc ils attendent de voir ce que va dire la Cour européenne de justice pour voir s'ils confirment la décision de la Commission. En général, la Cour européenne de justice confirme la décision, mais non, les amendes, elles sont payées, parce que si les entreprises ne les paient pas, ben, on leur interdira l'accès au marché européen. Et ça, c'est trop risqué pour eux. Même Apple, quand on a demandé le remboursement de 13 milliards, les Irlandais, ils ne voulaient pas, parce que c'était de l'argent qui devait être remboursé au gouvernement irlandais. Les Irlandais n'étaient pas trop pour, mais ils ont finalement accepté de recevoir 13 milliards d'euros. Les décisions de justice, elles s'appliquent. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça faisait partie des questions, c'est jamais arrivé, du coup? Non, pas à ma connaissance. Okay. Ce qui peut arriver, c'est qu'une entreprise ne soit pas dans la capacité de payer l'amende parce que ça la mettrait en faillite. Et donc, dans ces cas-là, il y a une procédure pour adapter le niveau de l'amende pour pas que ça conduise, que l'amende spécifiquement conduise à la faillite. Mais s'il y a d'autres causes à la faillite, il y a d'autres causes à la faillite. Très bien. Une autre question donc, que j'ai adressée un peu dans l'épisode, mais c'était comment est-ce que vous décidez du montant d'une amende? Alors, c'est assez encadré. On a des lignes directrices où on explique un peu comment on fait. Mais on ne veut pas non plus que ce soit 100% transparent parce qu'on ne veut pas que les entreprises fassent un calcul coût-bénéfice de combien me rapporte la pratique anticoncurrentielle, combien coûte l'amende, quel est le risque de me faire prendre, et donc de faire un calcul comme ça. On ne veut pas non plus que nos amendes soient trop transparentes en termes de montant. Il faut qu'elles puissent rester dissuasives, ça c'est super important. Et après on applique des grands principes. Les grands principes, c'est que l'amende elle doit être proportionnelle au chiffre d'affaires de l'activité concernée. Elle doit être proportionnelle à la durée de l'infraction qu'on a constatée. Donc si ça dure depuis 10 ans, ce n'est pas la même chose que si ça dure depuis 1 an. Et on prend en compte aussi des éléments de gravité, c'est-à-dire à quel point ça a endommagé la concurrence sur le marché. Est-ce qu'il y a un aspect de récidive, notamment, on prend en compte. Et après, on a des plafonds qu'on applique qui sont des maximums. Donc l'amende totale, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la société. Donc, c'est moins de 10% de l'amende de Google, par exemple. C'est en gros maximum 30% du chiffre d'affaires de l'activité par an. D'accord. Donc, on a quelques éléments qui encadrent, mais on ne veut pas non plus avoir une formule mathématique publique sur comment on calcule les amendes. Il y a des dommages et intérêts ou pas? Pour, par exemple, les entreprises qui ont été on va dire, victimes des pratiques anticoncurrentielles de Google à l'époque où elles se produisaient. Est-ce qu'elles sont dédommagées d'une certaine manière ou est-ce que vous arrivez à définir qui doit être dédommagé? Alors,
c'est possible, mais c'est pas la même démarche. Donc l'amende, elle est là pour sanctionner la pratique. C'est vraiment le juge qui dit vous avez enfreint la loi. C'est comme une contravention quand on se gare mal. Vous payez et ça n'a pas vocation à réparer un préjudice. En revanche, une fois que la commission a pris une telle décision et qu'elle est confirmée par la Cour de justice, et donc il y a un juge qui a dit il y a eu infraction, les gens qui s'estiment lésés par la pratique en cause, donc les gens qui s'estiment lésés par la pratique de Google, peuvent aller en justice attaquer Google pour avoir des dommages et intérêts. Mais ça se fait sur un canal différent. D'accord, donc là, on peut voir après ce jugement-là, on pourrait voir d'autres entreprises qui disent moi, je veux des dommages et intérêts parce que j'ai été… Exactement, donc on pourrait voir, il y a 2 ans, je crois, on a pris la décision contre Google Shopping, qui a empêché l'émergence de concurrents en utilisant son algorithme de recherche. L'amende a sanctionné cette pratique. Les autres marketplaces et comparateurs de prix, grâce à cette décision, et quand cette décision sera finalisée, pourront aller attaquer Google en justice en lui disant « Vous m'avez empêché de me développer, vous me devez tant d'argent en dommages et intérêts. » Si on prend l'exemple très concret de Google, de la dernière amende, combien de gens ont travaillé dessus? Quelles sont les compétences un peu de ces gens-là? De quoi on parle exactement quand on parle d'une investigation anticoncurrentielle, de pratiques anticoncurrentielles, et si on peut avoir une image un peu plus précise de ça. Alors, ça dépend beaucoup de quel type d'investigation, parce qu'on a plusieurs types de choses concurrentielles. En gros, là, c'est une investigation très économique, de abus de position dominante, où on est en général informé par des acteurs du marché, par des concurrents qui nous disent ah, regardez ce qu'est en train de faire Google là-dessus sur ce marché, c'est pas génial. Donc ils font une plainte formelle qu'on analyse. C'est des équipes qui travaillent sur ces cas de 5 à 10 personnes à plein temps, qui, leur job principal, c'est d'analyser les documents de Google qui définissent sa pratique et sa stratégie marketing, sa stratégie commerciale, pour voir si là-dedans il y a des pratiques anticoncurrentielles. Donc c'est énormément, je ne sais plus, commissaire Vestager donnait la quantité de documents qui avaient été analysés dans les cas Google, mais c'est des millions et des millions de pages qui sont revues par les équipes de la commission. Les profils, c'est des juristes et des économistes. Il faut des économistes parce qu'en Europe, on applique la politique de la concurrence pas d'une manière purement légaliste, c'est-à-dire on veut ne sanctionner les entreprises que quand il y a un dommage économique. Et donc, il faut être capable de mesurer ce dommage économique. Donc, on a besoin de gens qui font de la microéconomie et qui analysent l'impact sur les marchés et qui regardent comment la concurrence a évolué et si elle a été empêchée par les pratiques de Google. Et à côté de ça, on a des juristes qui font 2 choses, qui regardent beaucoup, évidemment, l'application du droit de la concurrence, mais qui s'assurent de respecter ce qu'on appelle, nous, le due process, c'est-à-dire que l'enquête est bien menée, c'est-à-dire qu'il y a un droit pour Google de se défendre, qu'il y a un droit pour les différentes parties d'être entendues, qu'on n'a pas obtenu des documents de manière illégale, et ça prend aussi beaucoup de temps, mais c'est important pour avoir une justice qui fonctionne bien. D'accord. Un autre truc important que je n'ai pas mentionné, vous pouvez peut-être expliquer, c'est que quand on donne une amende, on ne donne pas qu'une amende, on demande aussi à l'entreprise d'arrêter sa pratique. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent ce qui les emmerde le plus, c'est de devoir, là sur Google Shopping, c'est ça qui les a emmerdés plus que l'amende. Oui, parce que ça empêche justement la continuation de la position dominante. Ils doivent changer leur business model, ils doivent changer leur stratégie. Et c'est hyper important, c'est à partir de ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent de faire la pratique qui a été jugée illégale. Parce que sinon, plus d'amendes. Ils peuvent avoir plus d'astreintes et il y a un autre type d'amende qui peuvent s'appliquer, qui s'appelle des astreintes, sur le fait qu'ils n'ont pas respecté la décision de justice et donc ils continuent la pratique alors qu'elle est illégale. Eh bien, je pense que ça va être tout. Super, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Au revoir.